Bonjour à tous, notre exposé va porter sur la différenciation minéralogique à l'intérieur de la sphère terrestre. Je vais dans un premier temps expliquer ce qu'est cette différenciation à partir de ce schéma que vous connaissez, qui est le modèle PREM de la Terre, qui date de 1981, et PREM comme Primary Reference Earth Model. Cette image, on la retrouvera à plusieurs moments de notre exposé parce qu'elle est riche d'enseignements. Pour l'instant, on va juste remarquer que, donc, à gauche, vous avez une coupe de la Terre, une demi-coupe de la Terre, et que, à l'intérieur de la Terre, il y a différentes enveloppes. Des enveloppes concentriques, donc figurées en vert, jaune et orange, avec une enveloppe superficielle. Et donc, que ces enveloppes se distinguent d'abord par une différence de comportement physique. On remarque que le manteau inférieur est solide, que le noyau externe est liquide et que le noyau interne est de nouveau solide. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on va se pencher plutôt sur les caractéristiques chimiques de ces différentes enveloppes. Et donc on remarque que le noyau interne est composé à 80% de fer, à 20% de nickel, que la composition du noyau externe est légèrement différente. Il y a augmentation du pourcentage de fer, diminution du pourcentage de nickel. Par contre, la composition du manteau inférieur solide change radicalement, car s'il y a encore du fer et sans doute du nickel, mais c'est pas précisé ici, il y a par contre abondance de silicium et de magnésium, qui sont des éléments nouveaux. Donc, eh bien, il va falloir expliquer cette différenciation. Du coup, notre exposé va se structurer en 3 étapes. Dans un premier temps, on se demandera quels sont les témoins de cette différenciation minéralogique à l'intérieur de la Terre. Autrement dit, qu'est-ce qui a donné l'idée de ce modèle que vous avez vu sur le transparent précédent. Dans un deuxième temps, nous demanderons comment connaître la composition chimique des différentes enveloppes. Et enfin, dans un dernier temps, nous demanderons donc quel modèle on peut proposer pour expliquer le processus même de la différenciation. Je passe donc à la première partie qui concerne les témoins de la différenciation interne. Le premier témoin, eh bien, ce sont les données de la sismique. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute déjà, mais les données de la sismique permettent de reconstituer le trajet des ondes P, qui sont des ondes de compression, et des ondes S, qui sont des ondes de cisaillement, à l'intérieur de la Terre. Or, ces ondes vont à une certaine vitesse. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a une brusque variation de ces vitesses au moment où les ondes franchissent certains seuils, qu'on va appeler des discontinuités, à l'intérieur de l'enveloppe terrestre. Les deux principales discontinuités que vous connaissez, ce sont la discontinuité de Mohorovičić, qui se situe entre 5 km pour la croûte océanique et 90 km de profondeur pour la croûte continentale, et d'autre part, la discontinuité de Gutenberg, qui est à environ 2900 km de profondeur, et qui marque la limite entre le manteau et le noyau. Donc, on peut compléter à présent l'image que l'on avait montrée au début, en commentant ce qui se passe en haut à droite, puisque en haut à droite, vous avez un tableau, et sur ce tableau, eh bien, vous avez en abscisse la vitesse des ondes, et en ordonnée, la profondeur. Et on voit qu'il y a des brusques variations de vitesse des ondes en fonction de la profondeur, la principale variation donc étant la discontinuité manteau-noyau et qui se situe à 2900 km de profondeur. Vous avez un tout petit exposé historique en bas à droite où on vous rappelle qui a découvert les principales discontinuités. Donc, premier témoin, les données de la sismique. Mais il y a un deuxième témoin de la différenciation interne de la Terre, et ce deuxième témoin, c'est une grandeur physique qui s'appelle le moment d'inertie. Alors, ce moment d'inertie, qu'on appelle J, c'est une grandeur qui désigne la résistance d'un corps à sa mise en mouvement et pour un mouvement circulaire. On a défini cette grandeur comme étant sous la dépendance de la masse m du corps et du carré de sa position, r, par rapport à l'axe de rotation. On donne donc la définition de ce moment d'inertie pour un point, donc je l'ai appelé J
point est égal à m. Donc m c'est la masse du point et r au carré, r étant la distance du point par rapport à l'axe de rotation. Et donc cette grandeur J s'exprime en kg par mètre carré. Alors maintenant, on peut calculer théoriquement le moment d'inertie d'une terre homogène. Donc ce moment d'inertie d'une terre homogène, la formule, la relation se situe à N4, c'est 0,4 fois la masse de la Terre multipliée par le rayon de la Terre au carré. Or, ce qui se passe, c'est que ce moment d'inertie théorique, pour une Terre homogène, est différent du moment d'inertie qu'on a mesuré. Et donc j'indique que l'on mesure en réalité le moment d'inertie de la Terre qui est égal à 0,33 fois la masse de la Terre multiplié par le rayon de la Terre au carré. Alors, j'ignore absolument comment on mesure ce moment d'inertie. C'est un argument d'autorité, il faut me croire. Mais quoi qu'il en soit, cette différence de mesure indique quelque chose qui est important, à savoir que, d'une part, la masse n'est pas répartie uniformément à l'intérieur de la sphère terrestre, et que d'autre part, il y a une partie plus importante de cette masse qui se situe près de l'axe de rotation. On peut donc faire une supposition, à savoir que il y a donc un noyau terrestre qui est plus dense que son enveloppe externe. Je passe maintenant à la deuxième partie, où l'on va se demander comment on détermine la chimie des différentes enveloppes de la Terre. Donc, nous allons voir que un des témoins ou des indices les plus importants pour déterminer cette chimie se trouve être les météorites. Alors, toutefois, il y a un premier indice, avant d'aborder la question des météorites, et ce premier indice, ce sont les roches directement observées à la surface de la Terre. Et comme j'indique dans ce transparent, donc, on a à notre disposition, premièrement, des roches que l'on appelle silicatées, et qui sont celles de la croûte terrestre et océanique. Je précise donc qu'il s'agit des granites pour la croûte terrestre, des basaltes et des gabbros pour la croûte océanique. Deuxièmement, nous disposons de roches que l'on appelle ferromagnésiennes, et qui sont des roches plus profondes. On les appelle aussi des péridotites, puisque donc ce sont les roches du manteau supérieur, et vous savez tous que ces roches émergent à l'occasion du volcanisme. Or, donc, ces deux types de roches appartiennent certes aux couches superficielles du globe terrestre, mais en tout cas, elles donnent une indication, c'est que la densité des roches s'accroît avec la profondeur. Je crois que vous savez tous, en effet, que les roches silicatées sont moins denses que les roches ferromagnésiennes. C'est même une observation empirique. Lorsque l'on tient dans sa main une péridotite, on sent qu'elle est beaucoup plus lourde, donc beaucoup plus dense qu'une roche silicatée. Nous avons une deuxième source d'information pour déterminer la chimie des enveloppes terrestres, ce sont les météorites. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser aux météorites. Alors pour cela, je vais d'abord aborder la question des chondrites, qu'on appelle météorites non différenciées. Pourquoi on les appelle des météorites non différenciées? Parce qu'elles ont une composition qui est homogène. Elles sont faites de petites sphères, qu'on appelle des chondrules, et ces sphères ont une composition donc qui est toujours la même. Et il faut remarquer que cette composition chimique, elle est proche de la composition chimique du Soleil, composition chimique que l'on connaît par le rayonnement solaire. Il faut toutefois souligner que pour la composition des météorites, il faut enlever les éléments les plus volatiles, à savoir donc l'hydrogène et l'hélium. Je précise aussi que ce sont les éléments les plus abondants. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette observation? À savoir que les chondrites ont une composition chimique qui est proche ou très proche de celle du Soleil. D'une part, on peut supposer qu'elles sont contemporaines de la formation du système solaire, et que du coup, elles nous donnent des informations, elles nous indiquent donc la composition chimique générale des corps qui se sont formés ou qui se sont accrétés lors de la formation du système solaire. Deuxièmement, par voie de conséquence, on peut supposer que les chondrites sont formés du même matériel chimique que la Terre elle-même. Je donne ici donc la composition minérale générale des chondrites, et on observe que les deux éléments les plus abondants sont
l'oxygène et le fer à peu près à égalité, et aussi donc le silicium. Il y a maintenant un deuxième type de météorites qui peut donner des informations importantes sur la composition de la Terre. Ces météorites sont appelées des achondrites, puisque justement elles ne sont pas formées de chondrules, et les sidérites. Qu'est-ce qu'on peut distinguer? On peut distinguer d'une part les achondrites basaltiques, qui sont dans leur composition l'équivalent d'un gabbro, donc roche de la croûte océanique, avec abondance de calcium, aluminium et silicium. Deuxièmement, les achondrites ultrabasiques, qui sont, pour leur composition, l'équivalent d'une péridotite, avec abondance de fer, de magnésium et de silicium. Et enfin, nous avons des sidérites qui sont purement ferreuses. À partir de ces trois types de météorites, eh bien, on peut former une hypothèse. L'hypothèse est la suivante, c'est que elles seraient des fragments qui proviendraient d'un corps plus gros, plus massif, appelé corps parent, et que ce corps serait différencié. Effectivement, on voit que ces trois météorites, donc achondrites, ont des densités différentes. Les plus légères sont les achondrites basaltiques. Les plus lourdes, les plus denses, sont les achondrites, les sidérites ferreuses. Entre les deux, vous trouvez les achondrites ultrabasiques. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que ce corps parent reproduirait, à une échelle plus petite, les diverses enveloppes internes de la Terre. J'indique donc des images de ces trois météorites, ces trois types de météorites. Premièrement, donc les achondrites basaltiques, qui sont l'équivalent d'un gabbro. Deuxièmement, les achondrites ultrabasiques, qui sont l'équivalent d'une péridotite. Et troisièmement, enfin, les sidérites, qui sont formées de fer à l'état pur. En conclusion, on peut dire que l'on retrouve dans la composition des météorites achondrites une différenciation qui est sans doute semblable à celle des enveloppes terrestres. Nous pouvons donc compléter les informations sur ce schéma, puisque si vous examinez ce qui se passe à gauche de l'image, eh bien, vous voyez que vous avez dans le manteau inférieur un certain type d'achondrites et dans le noyau externe, donc, les sidérites. Donc, finalement, la composition des enveloppes chimiques de la Terre est reconstituée à partir de l'examen des météorites. Quelle conclusion provisoire on peut tirer? Donc, que l'on peut déterminer approximativement la composition de la Terre et des enveloppes terrestres à partir des météorites. Il reste maintenant à savoir, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, quel modèle on peut proposer pour expliquer le processus de différenciation.